Je voudrais tout de suite accueillir Alexis Corbière. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et puis Marie Lebec, bonsoir. Députée La République En Marche des Yvelines. Vous êtes première vice-présidente du groupe La République En Marche. D'abord, une question à vous. Un second tour, mais sans véritable campagne, c'est satisfaisant? Je pense que ça dépendra vraiment de la ville dans laquelle vous êtes en campagne. Moi, dans ma circonscription, j'ai par exemple une ville de à peu près 8000 habitants où il faut encore faire un deuxième tour, et une ville de 35 000 habitants. Les précautions ne seront pas les mêmes, la population, le public ne seront pas les mêmes. Donc il faudra aussi que chaque candidat puisse faire campagne de la manière qui permette à la fois de se protéger, de protéger ses colistiers, de protéger les concitoyens. Et pour certains, ce sera plutôt par le biais de numérique. Pour d'autres, ce sera peut-être du porte-à-porte. C'est sûr que les grandes réunions publiques seront plus compliquées, mais il faut aussi prendre en considération le fait qu'on aura beaucoup plus de temps pour faire cette campagne et que donc on pourra travailler différemment que les 5 jours traditionnels du deuxième tour des municipales. Évidemment, cette campagne, elle commence d'ailleurs tout de suite, puisqu'on le voit bien, la politique reprend ses droits. Pour vous, Alexis Corbière, ce second tour, le 28 juin, mais une campagne forcément encore compliquée par les règles sanitaires, c'est satisfaisant? Ben non, on l'a déjà exprimé à la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi le problème, si je puis dire? Il y en a beaucoup, évidemment, la situation est assez complexe. C'est que en République, la démocratie, c'est pas seulement un jour de scrutin. C'est un moment de délibération collective dans la société, des idées, des contre-idées, des arguments, des contre-arguments, des dynamiques qui doivent se produire, des explications qui doivent être données aux gens, etc. Faire campagne, tout simplement. Et ça se passe... ça nécessite des choses. On réunit des gens, on leur donne du papier, des tracts, etc., etc. Si on nous dit il n'y a pas de campagne, franchement, nécessairement, ce scrutin, il est impacté par un problème de fond. Et c'est la position de principe que nous avons défendue. Si pas de campagne possible, alors le scrutin ne doit pas avoir lieu. C'est une démocratie de basse intensité qui se met en place, où en fait, qu'est-ce qui se passe très concrètement ? Et le Premier ministre l'a dit, il y aura des débats télé, mais on sait très bien que c'est pas vrai que tout le monde passe à la télé, c'est pas vrai qu'il y a 5000 communes où il y aura des débats télé, etc., etc. Écoutez, je prends l'exemple, on l'avait déjà eu avant, et là pour le coup, vous me reconnaîtrez, c'est une critique que je peux faire aux médias de manière générale. Paris a pris un espace dans le débat municipal, on ne parlait plus que de Paris. Monsieur Villani était un sujet, il fait 7% à l'arrivée. On a eu l'impression à l'époque, à un moment donné, qu'il n'y avait que Cédric Villani qui était candidat, on ne parlait pas des autres villes. On voit bien qu'il y a des phénomènes médiatiques comme ça, qui se centrent sur les grandes villes, alors qu'il y a 5000 communes où c'est autre chose. Alors, il y a là d'abord un problème de fond. Alors on peut peut-être y apporter des réponses, mais pour l'instant je les ai pas entendues. Mais cela dit, vous-même, vous venez sur les plateaux et vous, en tout cas, et moi je suis contre le cumul des mandats et je suis pas candidat. Je suis contre le cumul des mandats. Par exemple, je m'applique le fait que je ne suis pas candidat, même si je suis député de Bagnolet, Montreuil, j'ai soutenu des listes. Mais vous comprenez, le problème n'est pas pour moi. Je le dis pour tous les candidats. J'aimerais que vous puissiez en débattre ensemble. Quelle était la solution? Déjà, premièrement, constater, parce que c'est facile à dire une fois qu'un problème a été posé, que c'est une mauvaise gestion qui est due d'abord à ce gouvernement, à Édouard Philippe. C'est-à-dire que le premier tour a été organisé... Ça va faire partie de la campagne, finalement. Non mais attendez. D'abord, lorsque le premier tour a lieu, le Premier ministre sait pertinemment que le second tour ne pourra pas avoir lieu. C'est quand même un problème de fond. D'accord? Dont je ne me sens pas... Attendez, là c'est très important ce que vous dites. Oui. Vous estimez oui. que Édouard Philippe a sciemment laissé faire le premier tour, alors même... Là, vous interprétez ce que je suis en train de dire. Alors même qu'il savait et qu'il avait anticipé que le second tour n'aurait pas lieu la semaine d'après. Déjà, vous interprétez ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que rappelez-vous la situation lorsque notamment... c'est quand même ce que vous suggérez. Non, mais écoutez, je vais vous dire ce que je ne suggère pas, ce que je dis. C'est-à-dire que l'extrême confusion des messages contradictoires. Le président de la République qui nous dit le 6 ou 7 mars, sortez, allez au théâtre, il y va. Puis quelques jours après, qui nous dit le 12 mars, je crois, qu'il passe à la télé pour dire finalement les personnes âgées doivent rester à la maison. Mais on peut voter quand même. Et puis finalement, le samedi soir, le Premier ministre, la veille du scrutin, qui nous dit les restaurants, les cafés doivent être fermés, etc. Une confusion absolue. À ce moment-là, et depuis quelques jours, il semble clair que la difficulté du premier tour, même s'il doit avoir lieu, de toute manière, le second tour ne pourra pas avoir lieu. Ça, j'en suis pas responsable. Sur le fait, par exemple, qu'il n'y a pas eu de commande de masques, on pourrait reprendre la discussion depuis février-mars. Le gouvernement gère très mal la situation. Pardon, moi, à la fois sur l'organisation du premier tour, et je pense qu'on l'a vu, moi j'ai fait le tour des bureaux de vote de ma circonscription, et je peux attester que le respect des règles sanitaires avait été mis en place à la fois par les équipes locales et à la fois par les citoyens qui les respectaient. Et paradoxalement, on a
avait beaucoup de gens, peut-être par inquiétude, qui allaient dans les supermarchés, dans des lieux où, pour le coup, il n'y avait pas forcément... Mais Marie Lebec, je ne vous ai pas parlé de ça, là. Je ne sais pas à quoi vous répondez. C'est pas ma question. Non, mais pardon, le sujet que je pointe, c'est qu'on était en capacité d'organiser ce premier tour dans des bonnes conditions. Et ensuite, vous évoquez le fait de dire on reprend une vie démocratique à basse intensité. Mais comme l'intégralité de la vie sociale, la vie économique, le retour dans les écoles, tout ça reprend progressivement. Et je crois, oui, qu'on est capable, dans les 4 semaines qui seront imparties pour la campagne, ou 3 semaines, puisque les listes devront être déposées le 2 juin, que chaque candidat puisse exprimer ses idées, puisse faire connaître son positionnement politique, pour les listes qui se seront rapprochées aussi puissent les présenter aux électeurs. Et il faut que la vie démocratique, elle reprenne, c'est un impératif. Et vous dites on est capable, pardon. Vous avez lu le rapport Covid-19 avec Jean-Paul Delfrécy. J'étais pour mon mouvement à Matignon mardi soir. Clairement, ce que disent les scientifiques, que c'est dangereux de faire campagne, de diffuser du papier, de faire du porte-à-porte, de faire des réunions. D'accord ? Donc on ne va pas pouvoir faire des réunions. Il ne faut pas mentir aux Français. D'ailleurs, pour laquelle il est dit, faut trouver... La question d'ailleurs, c'est est-ce que les Français iraient? Si même ces réunions étaient possibles, est-ce que la prudence de chacun et même la crainte ne les retiendrait pas d'y aller? On est d'accord. Donc c'est un problème. C'est-à-dire que ne banalisons pas le fait que quand on nous dit c'est dangereux, on ne peut pas dire non mais on va quand même le faire. Non, ou alors on ment. C'est un problème de fond. Deuxièmement, faisons alors des propositions puisqu'il faut en faire, puisque vous avez compris ma position, mais le vote a lieu le 28. Est-ce qu'il va y avoir une réquisition des médias, des antennes FR3, etc. Non, mais pour des débats municipaux. Est-ce que dans les villes, on va avoir le double ou le triplement des panneaux publicitaires, des panneaux d'affichage? Non, mais moi, je fais des propositions. Mais Alexis, c'est comme ignorer le fait que ça existe déjà. Moi, ma télé locale, TV78, ils organisent déjà dans les principales villes du département des débats. Dans les petites communes, c'est pas la réunion publique qui fait la différence, c'est le dîner d'appartement que vous allez organiser. Et aujourd'hui, je veux dire, en tout état de cause, les gens se réunissent déjà à une dizaine de personnes maximum à leur domicile. Donc je veux dire, il y a des moyens de faire campagne. Bien sûr, il faudra parler de cette campagne et c'est absolument fondamental. Mais on n'est pas non plus à l'âge de pierre et je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de faire campagne différemment. Et c'est pas simplement en serrant des mains, mais en essayant aussi de faire passer ça. Je viens de faire des propositions, par exemple. Est-ce que dans toutes les villes, le gouvernement va dire on va tripler les panneaux d'affichage, par exemple? Ça, je ne l'ai pas entendu. Est-ce que, puisqu'il faut... Pourquoi pour que ce soit une source d'information? Oui, par exemple. Je fais une proposition, puisque le gouvernement n'en fait pas. Est-ce que dans ces conditions, vous diriez, s'il y a effectivement un certain nombre d'espaces d'information supplémentaires... La question, c'est pas... Apolline de Malherbe, c'est pas les conditions. Mon opinion, de manière, je l'ai exprimée au Premier ministre. Très bien, il n'a pas été entendu. Je vous dis, moi, dans ces conditions où nous présentons des listes, je ne vais pas dire aux gens, abstenez-vous, sauf si on s'aperçoit que c'est dangereux. Mais je dis qu'il y a... Je ne veux pas être politicien, mais par exemple, et je ne leur fais pas reproche, les maires, évidemment, pendant 2 mois, ils ont été en première ligne. Évidemment, ils ont distribué des masques, envoyé des courriers aux gens. Évidemment. Bon, ils sont privilégiés par rapport aux autres. Je ne veux pas leur en vouloir. La prime aux maires sortants. Oui, ça c'est pas, quand je dis ça, c'est pas, y compris, il y a des maires France Insoumise qui l'ont fait. Donc on voit bien que la campagne elle est tronquée quand même. Que certains disent, c'est vrai que pendant la crise du coronavirus, on était tous confinés sauf le maire, évidemment. Qui a tout changé. Les maires ont été très présents, les maires en place ont été très présents, notamment pour la distribution des masques. Est-ce que c'est une manière d'avoir en quelque sorte biaisé la campagne? Non, ça ne biaise pas la campagne et je vous cache pas que dans un certain nombre de villes, la République en marche est plutôt challenger que en pôle position et donc on ne peut pas nous accuser d'organiser ce deuxième tour, d'organiser ce deuxième tour pour servir les intérêts de la République en marche. Ce qui est sûr, c'est que dans une période de crise et notamment les équipes municipales qui ont géré cette crise peuvent avoir un avantage, mais on peut aussi très bien estimer que son maire n'a pas été à la hauteur de la gestion de crise et vouloir le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc je ne crois pas qu'il y ait de fragile. On peut comprendre l'inquiétude des personnes à aller voter, mais tout ça, et on a la capacité de l'envisager puisqu'on a 4 semaines devant nous. Sur les propositions que vous faites, Alexis Corbière, vous disiez à l'instant davantage de panneaux d'affichage pour qu'il y ait effectivement un rapport plus direct à l'information, aux listes. Quelles sont vos autres propositions? Non, mais je dis ça comme accès aux médias, par exemple. Est-ce que, je vous ai dit, est-ce que dans toutes les chaînes locales qui existent, de régions, etc., qui sont plus parfois du service public, est-ce que vraiment, mais ce qui est quasi impossible, mais est-ce que tout le monde va vraiment avoir accès aux médias? Là encore, en reproche, on a tous vu pendant le confinement, je ne sais plus, des chiffres ont été faits, qu'il y avait une saturation de la parole gouvernementale.
Bon, donc tout ça, est-ce que vraiment on a l'assurance que ça va être corrigé? C'est quasi impossible en vérité. Mais je veux dire, c'est la difficulté. Mais surtout, une fois de plus, c'est une question de principe. Ne banalisons pas. Parce que je vois bien, y compris le Premier ministre l'a dit, si ça se trouve même aux prochaines élections régionales, on aura encore le virus qui sera là. Et cette idée que finalement, c'est pas grave si on peut pas faire de réunions publiques, etc. Moi, je suis pas d'accord. Parce que je pense, je le répète, d'abord et avant tout, on se forge une opinion. C'est pas vrai le jour du vote, mais par rapport à toute la période précédente. Parce qu'on regarde la télé, parce qu'on a eu un tract, parce qu'on a discuté, parce qu'on s'est engueulé, peut-être au café, à la réunion publique, parce qu'on va... Il n'y a plus de café, puis il n'y a plus de réunion. Voilà, c'est le fond du problème. Il y a aussi la question, évidemment, de l'éventuelle abstention, avec la crainte de se déplacer, la crainte d'aller dans les bureaux de vote. Je voudrais qu'on écoute la proposition du président du mouvement radical. Il est maire de Nancy, Laurent Hénart, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Hénart, vous dites, au fond, pourquoi ne pas organiser cette élection par procuration Internet, c'est-à-dire un vote à distance? Oui, en fait, moi, ce que je propose, c'est qu'on multiplie les outils et puis peut-être qu'on laisse localement les choix se faire. D'abord, on a un travail à faire sur la procuration pour qu'elle soit plus facile à donner. On sait que les personnes âgées, par exemple, si elles ne veulent pas aller au bureau de vote, elles ne vont pas aller au commissariat ou à la gendarmerie. Elles auront même parfois du mal à laisser un policier ou un gendarme venir chez elles. Donc il faut pouvoir adresser les procurations de manière très simple, par courrier ou par mode électronique. Et puis il y a le vote à distance. Il y a le vote à distance. Alors je sais que le vote par numérique est souvent un sujet d'inquiétude parce qu'on a peur des manipulations. Mais je rappelle que nous avions dans le code électoral des dispositions pour permettre le vote par correspondance, que nous pouvons les rétablir. Nancy, c'est à côté de l'Allemagne. Moi, j'ai vu les élections municipales dans toute la Bavière se tenir en plein confinement dans la deuxième quinzaine de mars parce qu'ils avaient utilisé le vote par correspondance. Et encore récemment, il y a eu des votes organisés en Autriche, en Suisse au mois d'avril, là aussi des municipales, par correspondance. Je pense que le rôle du gouvernement, c'est d'offrir des nouveaux canaux de participation. Voilà, on ne peut pas rester sur les bureaux de vote classiques dont on sait qu'une partie des électeurs ont peur de s'y rendre. Vous aviez écrit au Premier ministre en ce sens. Oui. Et hier, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a rejeté cette proposition. Il dit que c'est pour des raisons de sécurité et de sincérité du vote. Est-ce que malgré tout, vous maintenez votre proposition ? Alors, il avait évoqué aussi le fait que juridiquement, c'était compliqué, puisque à ce moment-là, le gouvernement ne voulait pas d'intervention de la loi. Or, on entend parler pour la semaine prochaine de dispositifs législatifs sur les procurations, ce qui veut dire qu'on pourrait très bien, législativement, pour une durée limitée, de manière temporaire, permettre le vote par correspondance. Je rappelle que l'Allemagne l'a fait avec une participation d'ailleurs identique à des élections municipales organisées dans des bureaux de vote. Ça a été fait en Suisse. L'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, ce ne sont pas des pays réputés pour la fraude électorale. Donc je me dis qu'à un moment donné, il faut qu'on montre à nos concitoyens qu'on a envie qu'ils participent. Voilà, qu'on n'est pas en train d'expédier cette affaire municipale, mais qu'on donne toutes les chances de participation pour ce scrutin. Merci beaucoup Laurent Hénart, maire de Nancy. Vous êtes d'ailleurs candidat à votre propre succession. Marie Lebec, quand vous entendez effectivement cette proposition qui dit s'inspirer aussi de ce qui s'est fait chez nos voisins, pourquoi vous n'accepteriez pas cela, qui permettrait, parce que quand même on le rappelle, au premier tour des élections, juste avant le début du confinement, il y a eu une abstention record, 55%. Est-ce que vous ne redoutez pas que ce soit pire le 28 juin si vous ne prenez pas ce genre d'outils ? Alors effectivement, pour l'instant, la réponse qui a été apportée, c'est les enjeux en matière de sincérité du scrutin. Il faudra peut-être travailler, et ça avait été fait dans un délai très court, sur la question autour des procurations. Il est vrai que moi, je trouve, et c'est d'ailleurs le débat existe aussi à l'Assemblée nationale, que le vote, c'est quand même un acte qui est engageant. Et je trouve que aussi se déplacer physiquement dans son bureau de vote a une connotation qui est plus forte et qui est plus importante. Et malgré, encore une fois, le contexte sanitaire qui est particulier, honnêtement, ce n'est pas à l'occasion des élections municipales, parce que les gens arrivent masqués, parce qu'ils vont arriver avec leur propre stylo cette fois, parce qu'il y a du gel qui est mis à disposition dans les mairies, que les maires ont pensé aussi au respect des gestes barrières, qu'on a le plus de chances d'être contaminés. Je rappelle, donc c'est vrai que je trouve que c'est d'ailleurs à ce propos-là simplement que la décision d'Édouard Philippe, elle est quand même suspendue au fait que si des raisons sanitaires imposaient, y compris 15 jours avant,
que ce deuxième tour n'ait pas lieu le 28 juin, alors ce serait annulé. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve que le fait d'y aller, c'est aussi un acte citoyen. Donc, peut-être que la décision évoluera. Je ne crois pas que ce soit le sens pour l'instant. Simplement que la décision d'Édouard Philippe, elle est quand même suspendue au fait que si des raisons sanitaires imposaient, y compris 15 jours avant, que ce deuxième tour n'ait pas lieu le 28 juin, alors ce serait annulé. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve que le fait d'y aller, c'est aussi un acte citoyen. Donc, peut-être que la décision évoluera. Je ne crois pas que ce soit le sens pour l'instant qui est pris pour cette question du vote à distance et du vote électronique. Mais surtout, je crois qu'en tant que citoyen, c'est important. Et c'est peut-être là où je rejoins Alexis. C'est effectivement, au même titre que moi, j'aime le côté réunion publique parce que ça débat. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir s'y rendre. Donc, cette campagne sera un peu particulière avec des adaptations. Mais je crois qu'il faut encore garder ce côté un peu solennel du vote en physique. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? À quoi ? Au fait que malgré tout, d'après la majorité, ces élections, elles peuvent effectivement avoir lieu. Et c'est en tout cas acceptable du point de vue démocratique. Alors, deux choses. Moi, je ne doute pas du fait qu'on peut organiser un scrutin qui met en sécurité ceux qui viennent voter. Votre problème, c'est pas le jour J. Voilà, moi, je vais faire mes courses au supermarché à côté de chez moi, à Porte de Bagnolet. Je vois pas pourquoi ce serait plus dangereux d'aller voter avec un masque, porter un caddie, etc. Bon, le débat n'est pas celui-là. Encore que vous avez raison, et c'est important, il y a la clause de revoyure, comme on dit, de mi-juin, y compris le président, le professeur Delfrécy, l'autre jour nous a dit qu'à ce stade, on commence à peine le déconfinement et qu'on a peu de visibilité. Donc restons prudents, c'est pas vrai. Y compris, j'entendais tout à l'heure, je sais plus quel était votre invité, qui en gros, on est sorti, c'est fini. Enfin, moi, je pense, attention, restons extrêmement prudents, et on a quand même... Renaud Muselier, franchement, je trouve qu'il allait un peu vite en besogne. On ne sait pas, on n'a pas de visibilité. Il ne s'agit pas de faire peur aux gens. Mais mon problème, vous l'avez compris, c'est que si on ne peut pas avoir cet exercice démocratique, alors on nous dit, mais d'ordinaire, le second tour, c'est seulement une semaine. Oui, mais c'est la même logique de la campagne. Le second tour, il est dans la dynamique. Et là, honnêtement, on n'a jamais vécu ça. On s'est arrêté pendant 8 semaines. Les gens ont perdu le fil de qui était candidat, qui c'est qui va se rassembler. Voilà, donc vous voyez, tout ça quand même pose un petit problème de fond. Et... Cela dit, Alexis Corbière, la politique a été très présente. Elle a été présente bien différemment, mais vous-même d'ailleurs, la France Insoumise, vous avez été très présent. J'ai à plusieurs reprises reçu Jean-Luc Mélenchon ou certains d'entre vous députés. On le sent bien, la politique, elle a été présente. Chaque groupe politique s'est beaucoup exprimé. Et d'ailleurs, les critiques vis-à-vis de la gestion de la crise par le gouvernement ont été très présentes. Alors, c'est pas une campagne municipale, mais pour autant, la politique était présente, on est bien d'accord. Oui, enfin bon, là encore, si vous voulez, je vous réaffirme que vous avez, majoritairement les médias, donné énormément la parole au gouvernement, et vous ne pouvez pas estimer que... Oui, mais c'est important. Il y a des règles, les règles sont mais là, très claires, pas... et je pourrais tout simplement vous dire que j'ai reçu deux fois François Ruffin, que j'ai reçu Jean-Luc Mélenchon, qui était le premier politique à revenir en plateau, donc vous avez eu la parole, clairement. Je vous remercie, madame. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est important. Quoi ? Non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que pendant ce confinement, il n'y avait plus de règles. D'accord ? Normalement, pendant une élection, il y a quand même, selon la loi, y compris une égalité de traitement. Là, vous ne pouvez pas me dire, honnêtement, même si je vous remercie d'avoir invité quelques-uns de mes amis, mais tout le monde, et y compris beaucoup de médias l'ont montré, que c'était normal, on avait le ministre de la Santé, on avait différents... Bon, et franchement, même, je ne parle même pas pour la France Insoumise. Écoutez, vous donnez la parole à M. Hénard, maire de Nancy, vous avez donné la parole à ses opposants ? Non. Et vous trouvez... Non, mais c'est compliqué. C'est pas exprimé sur la vie. Et j'entends bien, oui, mais d'accord, mais n'empêche qu'il s'exprime, vous comprenez ? C'est très compliqué tout ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis pas que c'est simple, par vous qui faites les grilles, mais observons-le. C'est pas vrai que donc l'élection elle va être tronquée par rapport à ça. C'est ce que je suis en train de dire, y compris on a tous convenu que vu qu'ils étaient en première ligne, les maires sortants malgré tout sont avantagés. Alors que eux, les maires sortants, je vois bien, les Républicains, le Parti socialiste a dit il faut régler cette affaire et le Premier ministre pour plein de raisons voulait aussi sortir un peu de cet épisode municipal. On dit bon on va le faire le 28 juin. Moi j'en prends acte, mais je dis ça reste dangereux et je ne suis pas satisfait du point de vue donc de ce qu'est selon moi une fonctionnement démocratique. Est-ce que vous ne prenez pas le risque d'une opposition franche sur cette question-là aussi? C'est-à-dire qu'ils puissent vous reprocher ensuite de ne pas avoir permis les conditions sur cette question par exemple de l'abstention qui risque d'être très élevée, les conditions véritablement démocratiques d'une élection. Pardon, des autres partis politiques
à l'exception de la France Insoumise qui a clairement exprimé son opposition. Moi, j'aimerais bien en tout cas qu'on ne se rejoue pas le scénario du premier tour où certains ont poussé, et notamment dans mon département, pour avoir l'organisation du premier tour à la date qui était faite. Je pense qu'elles ont été faites, ces élections, dans un bon contexte sanitaire, mais effectivement, derrière, avoir une expression probablement liée aussi à l'insatisfaction autour des résultats, expliquant qu'il aurait fallu reporter le scrutin. Donc j'en appelle en tout cas à la responsabilité de l'ensemble des partis politiques qui se sont engagés pour dire oui, on est favorable à cette élection le 28 juin, pour tenir à sortir du 28 juin, quels que soient les résultats, le même discours, considérant bien sûr que la campagne aura été différente, qu'il y aura eu 3 mois d'écart entre le premier et le deuxième tour, que le contexte est un peu particulier. Moi, je crois que la vie démocratique, elle a pu continuer. Je sais aussi qu'un certain nombre de candidats, par exemple, si je prends l'exemple de ma circonscription, se sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour justement continuer de faire vivre le débat politique, considérant que les municipales n'étaient pas terminées. Mais il faudra effectivement, après, qu'on ait un front uni, puisque à l'exception de la France Insoumise qui a clairement exprimé son opposition, la plupart des autres partis se sont alignés pour dire que cette date avait effectivement du sens au vu des échéances à venir. Merci Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines. Encore un mot pour simplement pouvoir lui répondre? Non, mais c'est important. Restons, je veux dire, une élection. Mais l'abstention sera forte, évidemment. Mais j'invite chacun à suivre le débat autant que possible. Je crois qu'il ne faut pas laisser effectivement les choses banalisées sur le fait que le citoyen devient un personnage second de la vie politique. Le débat, en tout cas, il a pu avoir lieu ce soir sur BFM. Merci Alexis Corbière. Au revoir. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.